merci beaucoup d'être présent. Donc, je me présente effectivement Ayoub. Je travaille dans une fintech. On va essayer française. de mettre le micro bien un petit peu plus proche, comme ça, c'est parfait. Merci. Voilà. Donc, Ayoub. avant cela, j'étais auditeur sécurité, investigateur sur incident. J'ai eu l'occasion de trouver certaines vulnérabilités, les publier dans des conférences, etc. Donc, avant qu'on commence, juste un petit disclaimer. Je ne représente pas mon employeur. C'est très, très important qu'on soit d'accord sur ce sujet-là. Donc, bien que les propos que je vais tenir soient issus de mon expérience professionnelle, ça reflète principalement mes opinions personnelles. Donc, maintenant qu'on a établi que je peux dire tout et n'importe quoi, commençons. L'objectif de cette présentation est de secouer certaines idées reçues dans le monde de la cybersécurité. Ces idées-là sont répétées, partagées, tweetées et chantées par presque tout le monde dans la communauté. Elles sont tenues pour être axiomatiquement vraies. Mais lorsqu'on prend le temps de les regarder d'un petit peu plus près, on se rend compte que leurs fondations ne sont pas aussi solides que cela. Et c'est ce qu'on va faire d'ailleurs dans cette présentation. J'argumenterai même que ces idées-là contribuent à l'échec de la sécurité en entreprise. Donc, je pense que tout le monde visualise ce que veut dire l'échec de la sécurité en entreprise, c'est-à-dire une entreprise qui se fait pirater mais qui le détecte 3 mois après, ou pas. Des vulnérabilités non patchées, des programmes de sécurité qui n'avancent pas, etc., etc. Du churn dans l'équipe. Je ne prétends pas que cette présentation va traiter la root cause ultime, loin de là. Mais si on prend le contexte d'une entreprise qui a toutes les conditions pour réussir, c'est-à-dire une entreprise qui a réussi à recruter une équipe performante, avec un bon niveau de seniorité, qui a du budget, qui a du sponsorship de l'exécutif, eh bien cette équipe peut quand même échouer si elle se trompe sur 2 points principaux. Le premier point, c'est une mauvaise modélisation de la menace. C'est-à-dire que cette équipe très performante travaille sur la mauvaise chose et ou à la mauvaise vitesse. Elle passe 6 mois à sécuriser son kernel Linux alors qu'elle a un Elasticsearch exposé sur Internet. Le second piège, c'est un manque d'alignement avec le reste de l'entreprise. Et donc les 3 idées reçues que je vais vous présenter là contribuent ou incitent cette équipe-là à tomber dans ces pièges-là. C'est parti. Oula, j'ai pas passé des slides. Très bien. Première idée reçue. L'humain est le maillon faible de la cybersécurité. Je crois que c'est le maxime le plus répété dans notre industrie. Pourquoi est-ce que l'utilisateur a ouvert cette pièce jointe-là? Pourquoi est-ce que l'utilisateur a cliqué? Et à ces gens, j'ai juste envie de dire, mais ne savez-vous pas comment fonctionne Internet? C'est des gens qui cliquent sur des liens. C'est ça littéralement Internet. Donc juste acceptez-le. Mais je m'emporte. Prenons un scénario réel. Très bien. Le scénario préféré de tout le monde. Prenons un ransomware qui est distribué via une attaque de phishing. Donc, un employé reçoit ce mail-là. Le nom de domaine ressemble à une entreprise bien établie. L'expéditeur ressemble à celui d'un collègue. Il y a des fautes d'orthographe. Bref, tout ce qu'on enseigne en séance de sensibilisation. Pourtant, l'utilisateur n'a pas suivi cette séance de sensibilisation. Très bien, pourquoi pas. Il ouvre la pièce jointe. Le poste de travail est infecté. Ça installe une charge malveillante. Il y a un ransomware qui va se déclencher à T plus 30 jours. Entre-temps, bien entendu, il y a une propagation vers le reste des postes de travail, le reste des serveurs. Et ça ne rate pas, T plus 30. Toute la boîte voit cette petite notice qui fait la joie des RSSI. Qu'est-ce qui ne va pas lorsqu'on fait l'analyse de root cause? Oui, en fait, pourquoi est-ce que l'utilisateur a cliqué? Clairement, on a mal fait notre sensibilisation. Il faut par exemple, qu'on la rende obligatoire. Il faut augmenter la fréquence. Il faut un jeu plus ludique. Il faut faire de la simulation de phishing, etc. Que sais-je? Eh bien, je vous propose de réanalyser ce même scénario-là, mais d'une manière un petit peu plus rigoureuse. L'employé reçoit ce mail de phishing. Stop. Pourquoi est-ce que ce mail de phishing est arrivé jusqu'à la boîte mail de l'utilisateur? Pourquoi est-ce que la sandbox ne l'a pas bloqué? On paie ce fournisseur 50, 60, 100 000 euros qui fait une analyse de malware. C'est sa spécialité. Littéralement, pourquoi est-ce que ce malware est passé à travers les mailles des filets? On accepte volontiers qu'on puisse facilement contourner un antivirus, une sandbox, etc. Et pourtant, on n'accepte pas qu'un utilisateur clique sur un mail de phishing alors qu'il reçoit 150 mails par jour. Il y a une dissonance quelque part. Pourquoi est-ce que le filtre anti-spam n'a pas détecté que le nom de domaine ressemblait à celui d'une entreprise établie, que l'expéditeur ressemblait au nom d'un collègue, etc., etc. Bref, on a une défaillance fournisseur plusieurs défaillances fournisseurs, avant même que le mail arrive sur la boîte mail de l'utilisateur. Pourquoi est-ce qu'on s'attend qu'un humain non expert soit plus précis que des machines spécialisées qu'on paye des fortunes? Bon, mettons. Et bien entendu, juste pour être clair, si l'entreprise n'a pas mis en place ces protections-là, c'est bien sûr une défaillance du côté de l'entreprise parce qu'elle n'a pas su se protéger contre un risque qui peut être exploité par 4 milliards de personnes. Next. La charge malveillante est déclenchée.
Donc, c'est-à-dire, l'utilisateur a ouvert une pièce jointe, bon, ça, on l'a déjà établi. Ce document Word s'exécute sur le poste de travail. Un document Word qui vient d'Internet. Dans quel monde on a un logiciel d'exploitation, un système d'exploitation, pardon, qui autorise un document Word à chiffrer tout le disque dur, à faire des appels réseau, à faire des machins. Clairement, c'est une défaillance d'architecture logicielle. Pourquoi est-ce qu'on accepte ça d'un éditeur logiciel? On a encore une fois ici une défaillance fournisseur. Dans un monde où on a de la containerisation, de la virtualisation, pourquoi est-ce qu'on ne tient pas ces éditeurs-là responsables? Ou plus responsables en tout cas. Plus responsables que nos employés, mettons. Et bien sûr, l'antivirus, la plus grosse arnaque de la cybersécurité. Pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas détecté cela? Pourquoi, encore une fois, c'est si facile de bypasser un antivirus, un EDR et que sais-je? Next. Bref, vous avez compris un petit peu le raisonnement. Ensuite, on a une élévation de privilèges, exploitation de vulnérabilité. Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas patcher les machines simplement? Soit une défaillance entreprise, soit une défaillance du fournisseur qui ne rend pas son interface assez simple et qui ship globalement des patchs qui cassent le système et du coup qui rend les entreprises frileuses quand il s'agit de patcher. Ensuite, on a une propagation sur le réseau. Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas de cloisonnement réseau? Pourquoi est-ce que le même mot de passe est réutilisé partout? Pourquoi est-ce que on a du NTLM que si on désactive, ça pète notre AD, etc., etc. Bref, l'idée est qu'on a une douzaine, dans ce scénario-là à minima, on a une douzaine de défaillances qui, si on les avait adressées, auraient littéralement bloqué cette attaque ou bien auraient drastiquement réduit son impact. On aurait fait de la segmentation réseau, terminé. Il n'y a plus de propagation malware, ou en tout cas, l'impact serait énormément réduit. Et pourtant, on décide de blâmer l'utilisateur. Et donc, quand je délivre ce discours, généralement, les gens me disent « Oui, mais l'un n'empêche pas l'autre. On peut très bien faire de la sensibilisation et travailler sur le cloisonnement. » Oui, mais non. Si on a un système de priorisation qui nous fait ressortir la sensibilisation comme un élément à fort ROI, ce système de priorisation est défaillant. C'est-à-dire qu'on tombe dans le premier piège que j'ai énoncé au début. On a une équipe qui ne sait pas prioriser ces sujets. Donc oui, pour parler de la sensibilisation, mais après avoir réglé tous les autres problèmes qui ont un très très fort retour sur investissement. Si je fais encore une fois du cloisonnement, c'est terminé, la propagation est sévèrement limitée. Second point, on accepte très très facilement que la sensibilisation est une mesure. J'attends toujours de voir une étude qui démontre que les utilisateurs, que ça réduit vraiment une attaque. Je veux dire, la sensibilisation, c'est littéralement on parle aux gens et on croise les doigts qu'ils se souviennent de ce qu'on leur a raconté, en supposant qu'on a fourni assez d'exemples exhaustifs, bien entendu, et on n'a aucun moyen de contrôler, on n'a aucun moyen d'enforcer cela. Quand on compare cela, mettons par exemple, si on a 10 000 € de budget, au lieu de les dépenser sur la simulation de phishing, achetez 200 YubiKey, distribuez-les aux utilisateurs, et vous pouvez littéralement leur dire, rentrez vos mots de passe où vous voulez, je m'en fous, l'utilisateur ne pourra pas rejouer ça. C'est quand même beaucoup plus efficace que leur apprendre à détecter des alphabets cyrilliques dans des noms de domaine et autres, que sais-je. Petit astérisque, on peut en parler en Q&A sur la partie YubiKey, etc., etc. Bref, le troisième point qui me gêne dans cette partie-là, c'est que globalement, on s'attend à ce qu'un être humain, un non-expert sur le sujet, détecte ce que c'est qu'un mail de phishing ou une pièce jointe malveillante. En fait, ça, c'est un métier. Ça s'appelle analyste SOC, investigateur sur incident. Ça paye bien. Ce n'est pas une heure de formation. Et surtout, dans notre analyse de risque, ça nous donne un faux sentiment de sécurité. On a l'impression qu'on traite un risque. Or, la réalité nous prouve que non, en fait, le risque est toujours présent et ça biaise le reste des projets qu'on priorise. Considérez la perspective inverse. Si on suppose que l'utilisateur doit pouvoir faire n'importe quoi et qu'on doit quand même être protégé, là, ça change littéralement la manière dont on priorise les projets, la nature des projets qu'on priorise. Et là, on converge doucement vers le Graal, globalement, de la sécurité, qui est la défense en profondeur. Parce qu'on est obligé de supposer que n'importe quel actif peut être compromis à tout moment. Et là, ça change radicalement notre architecture sécu et on se rapproche beaucoup plus de la réalité. Et donc, j'aimerais bien qu'on arrête de parler de maillon faible de sécu et j'aimerais bien que l'entreprise résiste à n'importe quelle faille humaine ou technique. Et donc, un employé ne doit jamais remettre en cause la sécurité de l'entreprise. Ça, c'est la première idée. Next. L'objectif des auditeurs est de trouver des failles de sécurité. Je vais me faire plein d'amis après, je suis sûr. Un modèle que je constate dans pas mal de boîtes, des petites boîtes ou des grandes boîtes, c'est que ces boîtes-là engagent des RSSI et ensuite, ils rattachent ce RSSI à la seconde ligne de défense. C'est-à-dire que ce RSSI-là construit une équipe d'auditeurs, des pentesters, etc. Et ces gens-là, leur rôle, c'est de trouver des failles. Et donc, ils passent d'un système à un autre, trouver des failles, écrire des recommandations, les balancer aux équipes techniques, métiers, etc.
Bien entendu, 6 mois après, 1 an après, ils repassent, les mêmes failles sont toujours présentes. Et on se demande, mais pourquoi est-ce que la sécurité ne fonctionne pas? Pourquoi est-ce que ça n'avance pas, etc. Il y a une sorte de nihilisme qui s'installe dans l'équipe, ça churn et ils refont le même pattern ailleurs. Eh bien, mettons-nous d'accord sur un point principal. Trouver une faille apporte 0 valeur au client. Je m'explique. Je suis assureur. Je suis une entreprise, je suis assureur, je suis le RSSI d'un assureur. Je trouve une SSRF sur l'application client qui permet d'accéder à un mot de passe, qui permet de récupérer des données dans une base de données. Parfait. Je crie à tue-tête qu'il y a une vulnérabilité. Mais en vrai, mon client, qui utilise notre application d'assurance, est toujours vulnérable. Le fait que je pointe du doigt une vulnérabilité est certes une première étape, mais ces données à lui sont toujours à risque. Je n'ai rien résolu pour mon client, j'ai apporté 0 valeur. La concrétisation de la valeur s'effectue lorsque le risque est résorbé, pas lorsqu'on pointe du doigt une vulnérabilité. Donc si on reprend globalement ce que font ces auditeurs-là, ils font de l'excellent travail, c'est très bien, ils trouvent plein de vulnes, mais ils apportent 0 valeur à leurs clients, enfin aux clients de leur business. Et donc, cet incentive-là de trouver des vulnérabilités qui apportent 0 valeur va les tirer vers trouver le plus de vulnes, parce que c'est comme ça qu'ils justifient leur efficacité, c'est comme ça qu'ils justifient leur salaire. Regardez, on fait notre taf, on trouve plein de vulnes. Cet incentive-là aussi va les tirer à gonfler. Je ne dis pas qu'ils font tout ça, mais ça les tire à gonfler la criticité des vulnérabilités. Si je vois encore du TLS 1.1 marqué en médium, je vais tirer sur quelqu'un, petit aparté. Mais du coup, ils ont l'incentive de trouver plein de vulnérabilités, augmenter leur risque, mais pas de passer du temps sur la recommandation, parce qu'encore une fois, leur job, c'est de trouver des vulnes, pas d'écrire des recommandations. Du coup, on se retrouve avec des one-liners en recommandation, des pavés techniques qui sont envoyés avec des équipes métiers. De l'autre côté, j'ai l'équipe métier, technique, DevOps, SRE, etc. Et ces gens-là, leur objectif, c'est de délivrer de la valeur aussi, bien entendu, shipper des features, garantir la stabilité de l'infrastructure, etc., etc. Et, mettons, je suis développeur, j'ai une semaine pour travailler sur peu importe ce que je veux, une tâche de scaling, mettons, ou dev need, ou technical depth, ou peu importe comment on l'appelle. Je récupère une vulnérabilité. Très bien, je veux faire une différence. Je récupère cette vulnérabilité-là, c'est une recommandation one-liner, ça va être simple, elle est critique, parfait. Upgrader un package Redis de la version 4.25 à la version 4.3. C'est simple, très bien. J'étudie la release change. Ah, mais très bien. Mais en fait, ça change la signature d'une fonction qui s'appelle exist. Ça la transforme de booléen à string. Ça veut dire que c'est un breaky change dans ma librairie. Ça veut dire qu'il faut que j'upgrade 5 applications. Je dois faire 5 mises en production. Une mise en production, ça veut dire qu'il faut que je fasse une QA avec le product manager, avec l'équipe de QA. Je suive la production. Et puis ensuite, que je refasse ça effectivement 5 fois. Et là, je ne peux m'empêcher que l'auditeur se fout de ma gueule. Parce que ça, c'est un one-liner. Est-ce qu'il a vraiment étudié le risque produit par l'instabilité, la régression qu'implique une mise en production? Est-ce qu'il a comparé ce risque-là au risque qu'introduit cette vulnérabilité-là? Est-ce qu'il s'est intéressé à mon métier pour, du coup, trouver potentiellement une autre remédiation qui absorbe le risque? Il ne connaît même pas les usages nominaux de mon métier, encore moins les edge cases. Et donc, là, bien entendu, je n'ai pas envie de travailler sur sa recommandation abstraite. Moi, je vais tirer un bug qui va vraiment résoudre un problème pour un client. Et donc, c'est ça le problème qu'on a. On a des objectifs qui sont croisés, non alignés, entre l'équipe sécurité et l'équipe tech. Et à chaque fois que je vois des vulnérabilités coincées dans une boîte, c'est toujours une reformulation de ce même problème. Un problème d'alignement et un problème d'incentive. Considérez la perspective totalement opposée. Je ne sais pas si j'ai dans l'autre slide. Oui, voilà. Une perspective totalement opposée. Le mandat de l'équipe sécu n'est plus de trouver des vulnérabilités. Avant, il n'avait pas le droit de toucher au système parce qu'il faisait partie de la ligne 2. Là, on va flipper ça. On va dire que l'équipe sécurité, sa responsabilité, son mandat, c'est de fixer des vulnes. Interdit de sauter d'un système à un autre avant de fixer des vulnes. Et donc, leur objectif est certes de trouver des vulnérabilités, mais ils passeront beaucoup plus de temps à écrire la recommandation, à la tester, à contacter les équipes de QA, à contacter l'équipe de product, à contacter les devs, s'immerser dans leur domaine pour comprendre comment ils font des merge requests, comment ils font des déploiements, comment ils font du code, apprendre leur langage, etc. etc. Parce que l'incentive va les tirer vers ce genre d'objectifs. Et du coup, on va rentrer dans un cercle vertueux où l'équipe sécurité va apprendre de plus en plus. Et ben, ils vont apprendre, par exemple, à déployer du code, ils vont apprendre à QA différentes applications, etc. Jusqu'à ce qu'on atteigne, peut-être après 1 an, 2 ans ou 3 ans, une équipe sécurité qui est totalement autonome ou qui est très, très autonome. Elle découvre une vulnérabilité et elle la fixe dans 6 heures, 1 heure, 2 heures. Parce qu'ils trouvent une vulnérabilité, ils font la QA, ils soumettent la merge request, c'est déployé, ils font la QA en production et c'est terminé, on bouge à autre chose.
Et donc, interdit de s'amuser à exploiter une injection SQL de 36 manières différentes juste pour le LOL. Non, on passe ce temps-là sur les recommandations plutôt. Voilà. Et ça, ce n'est pas théorique, hein. Je l'ai vécu dans 2 entreprises et on peut en parler en Q&A. Ça a ses challenges, je ne vais pas en parler, je vais passer rapidement dessus. Ça a ses challenges, mais c'est super intéressant et pour le coup, les gens adorent. Donc voilà, le rôle de l'équipe sécurité, c'est de fixer des vulnes, pas d'en trouver. Dernier point. Nous sommes sécurisés parce que nous sommes certifiés ISO 27001, CIS 21, etc., etc. Alors, avant de s'enflammer, hein, je ne vais pas critiquer ces normes-là. Ce n'est pas l'objet de cette présentation. Ce que je veux mettre en avant, c'est la perversion de ces standards en entreprise. C'est-à-dire, je suis RSSI, je rejoins une boîte, j'ai envie de sécuriser cette boîte, je prends l'ISO 27001 comme référence, mettons. Je fais appel à un cabinet d'audit, je fais un gap assessment, et pour les 120 ou 140 contrôles ou que sais-je, je vais avoir une notation, mettons, ça c'est rouge sur l'asset inventory, j'ai pas de documentation sur le contrôle d'accès, j'ai pas mes KPI sur tel contrôle, etc. Du coup, je reçois de jolis slides, j'ai des rouges, j'ai du rouge, j'ai de l'orange, j'ai du vert. Je vais prendre tout le rouge et je vais dire que c'est mon programme sécu, c'est clair, je dois m'améliorer sur cela. Là, je viens de faire mon programme sécu sur 2 ans. Qu'est-ce qui ne va pas dans cette méthodologie-là? Il est où l'attaquant? La cybersécurité, c'est de se protéger contre des attaquants. Je viens de faire un programme sécu sur 2 ans qui ne mentionne pas du tout l'attaquant. Clairement, il y a un truc qui ne va pas. L'expertise, toute l'expertise sécu, enfin, c'est mon opinion personnelle encore une fois, à prendre avec un grain de sel. Pour moi, l'apport principal d'un expert sécu, d'un RSSI ou autre, c'est savoir dire on fait cela, on fait ce projet-là avant cet autre projet-là. C'est la priorisation. C'est ce qu'on attend. Tout le monde sait qu'il faut faire de l'access control. Tout le monde sait qu'il faut chiffrer. Tout le monde sait. La vraie question, c'est oui, mais qu'est-ce qu'on chiffre avant quoi et jusqu'où on investit sur ce projet-là? Et en suivant cette méthodologie-là, on n'y arrive pas. Il faut nécessairement passer par une analyse de risque. Alors, il y en a qui vont me dire, oui, mais les ISO 27005, c'est l'analyse de risque, la menace, le modèle, l'identification des actifs, etc., etc., etc. Oui, mais cette analyse de risque est souvent utilisée en entreprise juste pour le démontrer à l'auditeur qu'on a fait une analyse de risque, ou pour ajouter des contrôles, ou pour limiter un scope, etc. Une vraie analyse de risque, pour qu'elle soit utile, je parle d'une analyse globale, hein, je ne parle pas d'une analyse pour justifier une feature ou autre. Une vraie analyse de risque globale doit avoir un seul output. Et cet output, c'est voici le projet sur lequel l'équipe sécurité doit travailler parce que ça présente un risque et un impact imminent. C'est littéralement ça. Si une analyse de risque ne produit pas le prochain projet sur l'équipe sécurité doit travailler, cette analyse de risque est inutile, ne sert à rien, on peut l'arranger. Et donc cette analyse de risque ressemblerait à quelque chose comme ça. Elle doit partir de l'attaquant, forcément. On est dans la cybersécurité après tout, donc il faut qu'on parle de l'attaquant. L'attaquant, ok, on a plusieurs types de menaces. On a le bot, on a l'attaque gouvernementale, on a l'attaque interne, etc. On modélise la menace à gauche. À droite, qu'est-ce qu'ils veulent faire ces attaquants? Ils veulent accéder à nos systèmes, donc à nos données. Et donc on modélise où sont nos données, la nature de nos données, sensibilisation, etc. Puis après on repart de l'attaquant et on dit ok, l'attaquant en bot peut trouver des failles automatisées sur à coût très très faible sur telle application. Cette application-là n'est pas critique, mais elle contient un mot de passe qui permet d'accéder à tel autre système. Et ce système-là permet d'accéder à une base de données. Pam, ça fait notre premier chemin. Et donc, on assigne des probabilités des impacts à chaque chemin. Et donc, ça nous fait notre analyse de risque. On trie ces différents vertex qui sont classés par probabilité impact et on a notre prochain projet. C'est le prochain projet sur lequel l'équipe sécurité doit travailler. Et cette analyse de risque-là est refaite chaque semaine, à chaque fois qu'on veut tirer un projet pour occuper l'équipe sécu. Alors maintenant, vous aurez remarqué que cette analyse de risque que je viens de faire là en 5 minutes ressemble à un graphe. Pourquoi? Parce que l'attaquant raisonne sous forme de graphe. Il ne prend pas une liste, il ne parcourt pas l'ISO et se dit, bon, très bien, ici, l'access control, je suis sûr qu'ils ont du rouge, je vais commencer par ça. L'attaquant ne fonctionne pas comme ça. Et donc, on est obligé, pour être productif et pour apporter de la valeur, on est obligé de se coller au modèle réaliste de l'attaquant, c'est-à-dire raisonner par graphe. Et donc, j'argumenterai qu'une analyse de risque qui ne ressemble pas à un graphe n'est pas vraiment utile. Encore une fois, c'est pas moi qui le dis pour le coup, j'ai salement paraphrasé John Lambert de Microsoft qui dit à peu près la même chose. Donc voilà, c'est un petit peu ça mon argument contre tous les standards qui prennent une forme de liste. C'est intéressant, ça permet de justifier la sécu à un tiers, mais ça ne permet pas de sécuriser l'entreprise. Ça permet d'alimenter notre analyse de risque, de la compléter, mais ça ne peut pas être un point d'entrée pour construire notre programme cybersécurité. Et avec ça, je conclus les 3 idées que je voulais vous présenter. Et bien sûr, j'ai bien respecté mes slides.
Donc voilà, conclusion, dans une équipe sécurité, c'est crucial de pouvoir justifier le projet sur lequel on travaille, mais le justifier de manière factuelle. Pourquoi est-ce que l'équipe sécurité travaille sur le projet X plutôt que le projet Y, Z, A, B, C, etc. Et cette justification-là se passe par des éléments factuels qui sont généralement issus d'une modélisation de la menace sous forme d'analyse de risque qui part de l'attaquant. C'est primordial. Et bien entendu, une équipe sécurité qui est cloisonnée dans sa seconde ligne, dans sa tour d'ivoire et qui commande aux autres ce qu'il faut faire, ça ne marche pas. Il faut qu'on arrête, c'est bon. On l'a prouvé plusieurs fois dans plusieurs boîtes. Faut qu'ils mettent la main dans le cambouis, il faut qu'ils changent les choses, il faut qu'ils aient le mandat et la responsabilité de changer les choses. Sinon, ça n'avancera pas. Faire des tickets Jira n'apporte pas de valeur. Voilà. Applaudissements, s'il vous plaît. Ayoub et la salle. Les questions-réponses. Ah oui, c'est vrai. Merde. Session de questions-réponses. Si vous avez une question, première question à poser à Ayoub. La première est la plus difficile. Hein. Monsieur. Bonjour, je vous remercie pour votre intervention, mais est-ce qu'on peut nuancer vos discours, sachant qu'aujourd'hui, il y a dans les processus d'homologation, il y a beaucoup, en tout cas ça commence tout le temps par une analyse de risque que vous avez évoquée, avec les méthodologies classiques et bien françaises comme EBIOS-RM, et donc il prend en compte ce manquement vis-à-vis des outils pour les RSSI. Vous avez indiqué que vous avez vu 2 entreprises qui ont subi en fait leur sécurité. Du coup, est-ce que c'est pas un raccourci que vous faites là? Parce que si vous travaillez sur des systèmes un petit peu critiques ou un petit peu sensibles, cette analyse de risque est aujourd'hui quasiment systématique. Et même les sorties d'école, on les met tout de suite devant ce type d'outils ou de dispositifs. Ouais. L'analyse de risque, ce que je suis en train de dire, que globalement, l'analyse de risque doit modéliser l'attaquant. Et son output, sa sortie, doit nous informer par rapport aux différentes menaces qu'on a prises en compte. Et donc, l'analyse de risque que vous mentionnez, effectivement, l'homologation, elle vise un truc bien précis, c'est de garantir la sécurité ou d'homologuer un système. Moi, je parlais vraiment de l'analyse de risque qui vise à déterminer quels sont les projets sur lesquels l'équipe sécurité doit travailler. Et donc, ce n'est pas tant. C'est pour ça que j'ai exclu ces analyses de risque très, très spécifiques. Est-ce qu'on implémente telle feature? On fait une analyse de risque. Ce n'est pas vraiment de cela que je parlais. Même si on peut appliquer la même méthodologie d'analyse de menaces, etc., ce n'est pas tant ça. C'était pas tant ça mon propos, effectivement. Moi, c'était vraiment la partie généralisation, l'analyse de risque qu'on utilise pour déterminer quel est le prochain projet sur lequel travailler. Alors, maintenant, vous allez dire un truc super important. Est-ce que vous pouvez nuancer vos propos? Je suis tout à fait d'accord. Là, j'ai été très, très provocateur. Très très radical, mais juste pour délivrer un message. L'objectif n'est pas de changer les avis des gens, clairement pas. L'objectif, c'est juste de pousser les gens à réfléchir et de rechallenger potentiellement des trucs. Alors si effectivement vous me dites, je ne suis pas d'accord avec vous, il y a tel et tel contexte où ça ne fonctionne pas et où vous n'avez pas raison, clair, totalement d'accord. Nouvelle question, je vais vous demander de passer le micro. Merci Ayoub, Jonathan Tafo de BPCE. RSSI. Très belle présentation, ça permet de mettre les pieds dans le plat. Ça fait réfléchir surtout à quel est pour vous le niveau technique qu'un RSSI doit avoir pour pouvoir anticiper ce qu'un attaquant ou hacker, de manière malveillante, peut atteindre comme système critique, puisque les analyses de risque que l'on fait sont à la fois métier, pour les RSSI de niveau 2, comme vous disiez au début, et technique pour les responsables de sécurité informatique de niveau 1, qui ont plus d'appétence, comprennent l'infrastructure, comprennent le réseau. Voilà. Quel est pour vous, notamment pour les RSSI métiers, le niveau de technicité qu'ils doivent obtenir pour pouvoir échanger avec les responsables sécurité IT et avoir la légitimité ensuite d'aller voir les directions pour obtenir les budgets et donc les projets, et justifier justement ces projets. Ah, mais je suis totalement d'accord sur ce point. C'est un très bon point. Pour moi, toute problématique de budget, c'est une problématique d'analyse de risque et d'alignement sur le risque. Le métier est prêt à accepter un risque que le RSSI n'est pas prêt à accepter, et du coup, il n'arrive pas à décrocher son budget. Je suis totalement d'accord avec ça. Par contre, la question, effectivement, quel est le niveau technique
Moi, j'ai un avis particulier sur le sujet. Globalement, si on parle cybersécurité, clairement, l'attaquant est dans l'équation. Donc, il faut comprendre comment cet attaquant fonctionne. Soit comprendre directement, soit savoir s'entourer des gens qui sont capables de comprendre comment fonctionnent ces gens-là et qui alimentent votre réflexion. Je donne un exemple très très concret. Ma compétence ne se situe pas dans le hardware hacking, par exemple. Donc maintenant, si l'entreprise dans laquelle je travaille commence à faire ça, je vais essayer d'apprendre à monter en compétence, mais bon, ça va être très très léger et très très lent. Ou bien, je vais aller recruter une personne qui va m'apporter cette compétence nécessaire. Et l'idée, c'est vraiment de s'entourer des gens qui vont t'alimenter avec les bonnes réflexions pour avoir une vue la plus complète possible. Tu as mentionné 2 analyses de risque. Moi, j'aime bien avoir une analyse de risque qui va de bout en bout. Et donc, il n'y a pas 2 analyses de risque, métier et technique. J'aimerais bien vivre dans un monde où, idéalement, on pourrait avoir une seule analyse de risque qui part de la technique et qui impacte le métier, ou inversement. Enfin, pourquoi pas, on peut des fois exploiter des process métiers. Parce que la réalité de la chose est que le métier tourne sur de la technique. Ce qu'on appelle de la technique, c'est-à-dire des systèmes d'information, etc. Et donc, j'aimerais bien avoir des analyses de risque qui soient bout en bout et pas décorrélées comme ça, parce qu'après, c'est très, très dur de les réconcilier. Et voilà. Mais ce n'est pas évident. Ouais. Merci. Autre question? Bonjour Ayoub, merci pour la présentation, hyper intéressant. Je suis assez d'accord notamment sur la partie qui concerne les collaborateurs. C'est le sujet dont on ne veut pas parler. C'est quoi tes recommandations du coup? Est-ce que c'est de balancer des YubiKeys à tout le monde parce que ok, la sensibilisation, machin, il y a tout un débat sur ça. Mais on fait quoi du coup? Est-ce qu'on sécurise techniquement et on attend que ça se fasse? Oui, alors, juste un seul point. Tu as dit on sécurise techniquement. Je ne suis pas en train de dire que toutes les solutions se situent dans le monde de la technique. Loin de là. Ce que je suis en train de dire, c'est juste qu'il faut mesurer de manière rationnelle et pragmatique le ROI de chaque mesure. Là, actuellement, j'aime bien la sensibilisation. Je suis incapable de justifier le ROI d'une sensibilisation. Il y a la sensibilisation que j'aime bien, c'est voici les outils à votre disposition, faites cela, et c'est cool. Mais c'est une FYI. Ça ne considère pas les employés comme une première ligne de défense, ça les considère comme une ligne de défense optionnelle. Pour ça, je n'ai pas de problème et j'aime bien ce genre de sensibilisation-là. Maintenant, quelles sont les alternatives techniques ou plutôt les alternatives, pardon. Ça dépend du risque. Si c'est le risque de phishing, mettons, phishing, credential phishing, exactement, donc l'usurpation d'identité via le vol mot de passe, vol de MFA. Oui, effectivement, des technologies comme WebAuthn, j'ai pris un raccourci et j'ai dit YubiKey, mais technologies comme WebAuthn marchent très très bien. Elles littéralement résorbent le risque. Elles ont leur challenge de compatibilité, de user experience et j'en passe, ce qui fait qu'il y aura plein d'exceptions. Mais c'est bien mieux que d'agiter un doigt aux utilisateurs. Par exemple, au lieu de faire une formation aux développeurs pour leur dire voici comment éviter une injection SQL, mettez en place un logiciel qui analyse littéralement la présence d'injection SQL, mettez en place un pentest et sans ça, ça ne déploie pas en prod. Terminé, ils n'ont pas le choix que d'être sécurisés. Au lieu de leur dire voici comment choisir vos mots de passe, mettez en place une politique de mot de passe qui impose ce qu'il faut. Et ainsi de suite, et ainsi de suite. En fait, l'idée, c'est juste de changer de perspective et de construire un environnement où l'utilisateur ne peut pas faire d'erreur. C'est ça l'idée. Et via la technique ou via des procédures ou peu importe.